Voilà, on va terminer ce volet sur l'épreuve 1 hein, de l'agrég interne 2021. Là, ça va être en diagonale, hein, ça va être de la grande diagonale du cube. Alors, on a montré finalement ce théorème de Burnside, hein, qui dit que si A est une sous-algèbre de Mn de C, hein, une C sous-algèbre de Mn de C, et si on suppose qu'elle est irréductible, c'est-à-dire qu'un sous-espace stable de Cn, stable par tout élément de A, est forcément 0 ou E, alors A, c'est tout Mn de C. Voilà. Donc ça, c'est un théorème de Burnside, et on va voir la puissance du théorème de Burnside. Mais si je dois lâcher le mot, le mot, c'est représentation. Burnside, c'est quelqu'un qui a contribué, qui a utilisé comme outil la théorie des représentations pour l'étude des groupes. Et, on va voir dans l'étude des groupes la puissance de ce théorème. Alors, avec, bien sûr, comment on voit qu'un théorème est puissant, qu'il a plusieurs corollaires. Sur UN de C, voilà, il engendre Mn de C. Le fait, donc un théorème de Colchin, de Lie-Colchin, qu'on va voir aussi. Il y a ensuite les matrices magiques, il y a ensuite McCoy. On va essayer de faire une petite revue de presse de tout ça. Hein. Alors, donc, d'abord, le corollaire. A. On regarde A, le sous-espace vectoriel engendré par le groupe UN de C. Donc ça, c'est le groupe unitaire. Cn est muni d'un produit scalaire. Alors bien sûr, c'est un produit scalaire hermitien, hein, d'accord. Donc c'est l'équivalent de ON, du groupe orthogonal, mais pour le produit scalaire hermitien de Cn, au lieu que ce soit pour le produit scalaire euclidien hein, de Rn. Bon, alors on regarde ce sous-espace vectoriel hein, UN, on sait que, alors un truc qui est important dans UN, le théorème fondamental hein, finalement des espaces hermitiens comme ça, c'est que quand on a deux bases unitaires, c'est-à-dire des bases orthonormées, hein, donc on appelle ça aussi base unitaire, mais quand c'est orthonormé pour la norme hermitienne, bon, ben, on dit unitaire, alors il existe un unique élément de UN de C qui envoie la première base sur la seconde. Voilà, ça c'est quelque chose d'important et on va s'en servir. Alors on veut montrer que le sous-espace vectoriel engendré par UN de C, qui, on le sait, c'est une algèbre, ça a été fait dans les préliminaires, parce que UN est stable par multiplication, et on veut montrer que c'est Mn de C tout entier. Bon, alors, voilà. Le premier truc qu'on nous a montré, c'était que si X et Y sont de norme 1, donc pour la norme naturelle, hein, hermitienne, la somme des modules au carré des coordonnées de X, hein, voilà. Alors, dont on prend la racine carrée, bien sûr. Donc, si la norme de X et de Y, c'est égal à 1, alors, il faut montrer qu'il existe G dans UN qui envoie X sur Y. Bon, alors comme G respecte le produit scalaire, il respecte la norme, hein, c'est vrai que ça, c'est nécessaire. Mais ça devrait vous faire penser, et ça j'insiste à l'agrég interne, hein, ça se fait toujours un peu de la même manière, hein, on utilise justement ces théorèmes fondamentaux. C'est-à-dire pour montrer que X peut être envoyé sur Y par un élément de UN, alors on complète en une base orthonormée X, je le prends égal à U1, je le complète ici en une base orthonormée de Cn, hein, base unitaire, si vous voulez. Y, pareil, je le complète. Alors c'est possible grâce à Gram-Schmidt, hein, procédé Gram-Schmidt. D'abord c'est possible, d'après le théorème de la base incomplète, vous complétez en une base, vous la rendez orthonormée par Gram-Schmidt, et comme X est de norme 1, bah, lui il reste X, et pareil pour Y qui est de norme 1. Donc ici, on a deux bases orthonormées et on sait qu'il existe ici un unique G qui va envoyer la base orthonormée ici. On se fiche de l'unicité, mais voilà. Mais du coup, on récupère que G envoie E1 sur F1, donc X sur Y. Donc voilà déjà un premier truc. Et ensuite, ben, maintenant, ben, c'est évident que si F est un sous-espace stable par tout A, d'accord, par A, donc finalement stable par tout UN de C, hein, il suffit de dire stable par tout UN de C, et s'il est non nul, alors F va devoir contenir tous les éléments de norme 1.
Parce qu'à partir du moment où il est non nul, comme c'est un sous-espace, il va posséder un élément non nul, qu'on peut diviser par sa norme, donc obtenir un élément de norme 1, et à partir de là, grâce à ça, on obtient, puisqu'il est stable, tous les éléments de norme 1 dans F. Mais tous les éléments de norme 1, si on les prend tous, ils engendrent E. Donc comme F est un sous-espace, ben F est égal à E, tout entier. Donc ça veut dire que c'est bien irréductible, donc ça c'est bien vérifié, donc A égale Mn de C. Voilà, donc Un de C engendre Mn de C comme espace vectoriel. Un autre corollaire, donc ça c'est Lee Colchin. Ici, vous avez G, un sous-groupe de GLN de C, tel que pour tout petit g dans grand G, le spectre de G est réduit juste à 1. Donc si vous voulez, ça veut dire que G, c'est l'identité plus un nilpotent. Hein, voilà. Alors, il existe une base qui va trigonaliser simultanément tous les éléments de G. Voilà. Donc ça, c'est assez sympa de le voir avec ce théorème. Voilà l'idée. Hein. Ce qu'il faut, c'est juste montrer que G est non irréductible. Et à partir du moment, donc, un G qui vérifie ça, d'accord, faut montrer qu'il est non irréductible. À partir du moment où il sera non irréductible, alors, il va avoir un sous-espace F qui va stabiliser tous les éléments de G. Donc tous les éléments de G peuvent s'écrire dans une base, dans une autre base, sont semblables, hein, d'accord, à des matrices comme ceci, simultanément. Mais, quand on va regarder l'induit ici, là, et ce qu'on appelle ici le co-induit sur le quotient, là, alors, bah, le polynôme caractéristique de petit g, c'est forcément x-1 puissance n, hein, d'accord, puisqu'il n'y a que 1 comme valeur propre et qu'on est sur C. Donc ici, ça divise, les polynômes caractéristiques, ça divise, donc forcément, ça va être des x-1 puissance k. Et donc, ça veut dire que ça passe au quotient, et ça passe à l'induit et au co-induit, en quelque sorte. Donc ici, ça passe au quotient. Donc la matrice qu'on va avoir ici et la matrice qu'on va avoir ici vont encore vérifier ça, et donc vont être non irréductibles aussi pour la même raison. Et donc on va faire une récurrence où on va pouvoir encore casser, avoir encore un sous-espace stable, et à force de casser par récurrence, ben, on va avoir une unicité, on va avoir la trigonalisabilité. La cotrigonalisabilité pour tous les éléments de G, parce que tout ça, c'est un schéma simultané. Voilà l'idée. Hein. Donc, maintenant, comment montrer que c'est non irréductible? Ben, en disant, par l'absurde, si c'était irréductible, alors, par le théorème, on aurait tout Mn de C. Alors, maintenant, qu'est-ce qui serait tout Mn de C? Le sous-espace engendré par le groupe G, qui est une algèbre, d'après les préliminaires. Et ça, ce serait Mn de C, d'après le théorème de Burnside. Donc, prenons A et B dans G, donc on suppose ça par l'absurde. A, et puis, puisque A est dans G, je peux l'écrire identité plus N avec N nilpotente. Et petit n est égal à la trace de AB. Pourquoi? Parce que A est dans G, B est dans G, donc AB est dans G, puisque G est un groupe. Et donc, comme 1 est la seule valeur propre, comme la trace c'est la somme des valeurs propres, eh ben, on a ici n, d'accord, 1, n fois, voilà. Donc trace de AB, c'est n. Mais A, c'est identité plus n, donc je développe, et là j'ai trace de B plus nB. Mais trace est linéaire, donc ça c'est trace de B, et trace de B, eh ben, vous savez que ça fait n, pour la même raison, parce que B est dans G. Tous les éléments de G ont pour trace n. Donc ici, vous avez n qui disparaît, ce qui va faire que trace de nb égale 0. Mais trace de nb égale 0, c'est vrai, donc quel que soit b. Puisque c'est vrai quel que soit b, et que les éléments de G engendrent Mn de C, par linéarité, de la trace, et de la multiplication par n, eh ben,
la trace de NB va être égale à 0, quel que soit B dans Mn. Mais on a vu dans les préliminaires, finalement, alors je le dis autrement, mais disons que la forme bilinéaire trace, elle est non dégénérée, c'est-à-dire en gros que si on a ça pour tout Mn, d'accord, ça veut dire que B est dans le noyau de la trace, mais ça c'est 0. Donc N est dans le noyau de la trace, et ça, N est nul. Donc ça implique, d'après les préliminaires, que N est nul. Mais si N est nul, ça veut dire que je suis parti d'un élément A quelconque et de G, et c'était l'identité. Donc G est réduit à l'identité. Ça voudrait dire que l'identité est irréductible, ça c'est pas possible. Voilà. Donc on a déjà deux premiers corollaires, et après on va continuer. On continue à regarder les corollaires du théorème de Burnside, mais tout ça en diagonale, hein, bon, presque jusqu'à la fin. Les trucs importants, il y avait les matrices magiques et puis le théorème de McCoy. Le théorème de McCoy, je ne veux pas trop en parler. C'est il y a un très joli exposé sur le théorème de McCoy dans le Francinou Gianella Nicolas, Oro ENS, Oro X ENS 2, algèbre 2. Voilà. Bon, l'idée c'est toujours pareil. Hein. L'idée c'est de voir que soit alors c'est irréductible, d'accord, et si c'est irréductible c'est Mn de C quand vous avez une sous-algèbre, soit alors eh ben, c'est pas irréductible. Mais dans ce cas-là, si c'est pas irréductible, alors on peut casser. C'est-à-dire on peut, vous voyez ce qu'on a fait avec les matrices, hein, on peut avoir un sous-espace stable et donc casser. Et si en plus et là c'était le sujet du problème, à un moment, ça partait vers le passage au quotient. Si ça passe au quotient, vous voyez le quotient, ici, vous avez un truc qui passe au quotient ici, à l'induit c'est normal, hein, et si la propriété passe au quotient, alors on va avoir des propriétés de trigonalisation qui vont arriver. Alors ça c'était un peu à un moment le thème du problème d'attaquer Burnside avec le passage au quotient et de voir qu'il y a cette alternative irréductible, non irréductible. Irréductible, alors on a tout. Et si la sous-algèbre est non irréductible, avec en plus une propriété qui passe au quotient, alors on va avoir ce qu'on appelle du résoluble, en quelque sorte. Et ça va être une espèce d'alternative irréductible résoluble. Bon, là, encore une fois, avec les matrices magiques. Qu'est-ce que c'est qu'une matrice magique? Ça va être une matrice NN sur C. Bon, ici, on va les prendre NN et sur C. Hein, et telle que la somme de chaque ligne est constante, K, et que la somme de chaque colonne est constante. Si on appelle K' aussi la constante, on se rend compte en remarquant que la somme de toutes les lignes est égale à la somme de toutes les colonnes, puisque c'est la somme de tous les coefficients de la matrice, on se rend compte que ça donne K' égale K. Donc on aura la même constante partout, et j'efface le prime ici. D'accord? Donc voilà les matrices magiques. Finalement, les conditions sur une matrice magique, vous voyez que ça veut dire que la matrice M, si ça vous appelez M la matrice, vous prenez pour E le vecteur canonique, hein, c'est-à-dire E c'est le vecteur avec que des 1 de Cn, d'accord? Et bien ça veut dire que le vecteur 1, 1, 1, 1, 1, donc le vecteur E, est transformé par M en le vecteur K fois E, d'accord? C'est ça ce que signifie la condition sur les lignes. Alors vous allez me dire la condition sur les colonnes, bah oui, bah ça veut dire que la transposée vérifie la condition sur les lignes. Donc la transposée vérifie ça aussi. Voilà. Alors, donc ça y est, on a mis ça sous forme de sous-espace stable, si vous voulez. Alors, vous allez me dire, oui, M pour M, oui, mais pour M transposé, ben, on va voir. Le corollaire, c'est de dire que les matrices magiques, l'espace vectoriel des matrices magiques, en fait, c'est le sous-espace engendré par les matrices de permutation. Donc, comme les matrices de permutation forment un groupe, d'accord, bah oui, isomorphe à Sn,
le groupe symétrique, eh ben, ça veut dire que ça, c'est une sous-algèbre, hein, donc on va pouvoir appliquer, en tout cas on pense, au théorème de Burnside. Et là, il y a un petit lemme de caractérisation des matrices magiques, c'est qu'une matrice est magique, ben, on a vu si et seulement si M, la droite D engendrée par E est stabilisée, mais il restait encore à faire ça, ben oui, ça va être si l'orthogonale de E, toujours pareil pour le produit scalaire hermitien, hein, canonique de Cn, est aussi stabilisé. Donc M est une matrice magique si et seulement si M stabilise la droite D, engendrée par E, et son orthogonale, l'hyperplan H. Si vous voulez son équation, ça veut dire que la somme des coordonnées est égale à 0. D'accord? Pour être clair. Bah oui, c'est évident, parce que bon, bah déjà, la matrice, vous avez cette condition qui est nécessaire, ces deux conditions, ça forme un système de conditions nécessaires et suffisantes, ça, bah, ça revient à ça, et puis M transposé E égale KE, bah, ça, si vous mettez le conjugué des deux côtés, comme E, c'est que des 1, donc il est égal à son propre conjugué, donc ici, vous avez M étoile E est égal à K bar E, si vous prenez K dans C, hein, vous avez K bar E. Et donc, ça veut dire que M étoile stabilise la droite D, ça c'est si et seulement si, et donc ça veut dire que M étoile étoile stabilise l'orthogonale de D, donc H. Mais M étoile étoile, c'est M. Donc ça, c'est un truc classique, hein, que si vous avez un endomorphisme qui stabilise un sous-espace F, alors son adjoint stabilise le sous-espace orthogonal. Voilà. Donc on a cette caractérisation avec un lemme, et maintenant il n'y a plus qu'à regarder A, l'algèbre engendrée par le groupe des matrices de permutation. Et donc on l'appelle A, on va pouvoir appliquer Burnside, mais il faut de l'irréductibilité. Alors non, c'est pas irréductible sur Cn, puisque A, déjà, c'est presque évident, hein, que c'est inclus, A est inclus dans M, hein, parce que toute permutation, matrice de permutation est une matrice magique, et donc le sous-espace engendré, bah forcément ça va être dans le sous-espace des matrices magiques. Voilà. Mais c'est évident aussi que A ne va pas être irréductible sur Cn. Mais par contre, sur D, bah oui, c'est irréductible, puisque D, c'est une droite, donc des sous-espaces de D, il n'y en a pas tant que ça. Mais ce qui est intéressant, et ce qu'on fait à la main, c'est que les matrices de permutation agissent sur l'hyperplan H, d'accord, ce qu'on appelle l'hyperplan canonique, de façon irréductible. Bon, on le fait à la main, hein, on montre qu'il suffit d'avoir un seul élément de H, et on retrouve avec P sigma un système de générateur de H. Et donc A sur H est irréductible. Bon, alors maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? On avait une inclusion, hein, donc A est inclus dans M, mais maintenant, si on regarde M et sa restriction à H, juste la restriction à H en tant que... Eh ben, c'est évidemment inclus dans AND de H, M stabilise H, hein, donc on regarde les induits, c'est inclus dans AND de H, mais AND de H, puisque A sur H est irréductible, eh ben, on va avoir une algèbre ici irréductible, et donc on a égalité par Burnside. Donc on a l'inclusion inverse, vous voyez, mais quand on prend la restriction à H. Donc maintenant, ça veut dire que si je prends petit m, travaillons sur les endomorphismes, on jonglait tout le temps entre les endomorphismes et les matrices, mais on prend petit m, un endomorphisme de M, on a petit m restreint à H, induit sur H, qui s'écrit maintenant comme combinaison linéaire de matrices de permutation, mais toujours restreint à H. Ça veut dire que quand je vais regarder maintenant M moins la somme des lambda sigma P sigma, bah sur H, ça va faire 0. Mais, étant donné que là, c'est une matrice magique et là, c'est une matrice magique, ça respecte D. Donc, ça va être forcément, puisque ça respecte une droite, ça va être une homothétie sur la droite. Donc ça va être une homothétie de rapport K. Mais finalement, des homothéties, il n'y en a pas tellement.
regardez, hein, si vous regardez la matrice d'une homothétie, donc vous avez sur D, ça va être un truc de rapport K, hein, d'accord, ici, et sur H, ça va être 0, d'accord, donc je suis en train d'analyser ce truc-là, je le regarde matriciellement dans une base particulière, dans une base où DE, c'est le premier vecteur de la base, et là, je complète en une base de H. Alors maintenant, si je dois regarder ça dans une base, dans la base canonique de Cn, alors c'est la matrice avec que des 1. Ici, c'est engendré par la matrice. De toute façon, on voit bien que c'est de dimension 1, hein, ce noyau-là, hein, ces éléments qui s'annulent sur H et qui respectent D. Bon, c'est de dimension forcément 1, il n'y a qu'un paramètre ici. Donc c'est engendré que par une matrice. On voit que c'est cette matrice-là, et que c'est cette matrice. Elle est dans A, évidemment, puisque elle peut s'écrire comme somme de matrices de permutation. Ça, c'est presque évident. Et bien maintenant, on a donc du coup que M moins ça, c'est de la forme lambda K fois une matrice comme ça, qui est dans A, donc M est dans A. Voilà. Donc on a montré qu'on avait l'inclusion inverse et l'égalité. Voilà. Donc en fait, on allait jusqu'à... Bon, c'est dommage parce que ce sont des jolis problèmes. C'est bien d'avoir des jolis problèmes. Mais c'est bien aussi que les choses soient plus balisées. De baliser un peu mieux. De dire, voilà, ça c'est une question L1, une question de type L2. Donc licence 1, licence 2, licence 3, M1. Voilà. Et puis, on pourrait aller chercher... Autoriser le grappillage de toute façon. Il n'y a pas... Parce que si on n'autorise pas le grappillage, on voit bien qu'on tombe sur l'absurde. Mais grappiller de façon balisée. C'est-à-dire dire, voilà, ça c'est tel niveau, tel niveau, tel niveau, tel niveau. Voilà. Et après, on voit à peu près quelles sont les questions qui ont été attaquées. Le candidat sait à peu près le niveau de la question, il sait à quoi s'attaquer. Finalement, c'est ce qui se passe à l'oral. Quand on fait sa propre leçon, on met sa barre à son niveau, hein, d'accord, et faire un peu pareil pour l'écrit. Je pense que ce serait intéressant. Ça permettrait de garder ce côté où l'écrit a des problèmes vraiment intéressants pour la diffusion des mathématiques, mais en plus, ce serait de bons évaluateurs.